BNP Paribas, Société Générale, Amundi, Natixis, Crédit Agricole. Est-ce qu'il est temps de revenir après l'année 2018 très compliquée pour le secteur bancaire, de revenir justement sur les banques? On en parle avec Lionel Garnier. Bonjour Lionel. Bonjour David. Tous mes voeux. Merci. Bon, journaliste au revenu, on va voir la couverture de cette semaine et c'est pour ça qu'on en parle. Le secteur bancaire qui a énormément souffert en 2018. C'est peut-être l'un des pires. Voilà, nos conseils, on voit la couverture après une année sous tension. Il y a évidemment un gros article sur les banques. Les banques qui ont vécu une année absolument atroce. J'ai dit 25% de baisse. Et c'est une moyenne. C'est une moyenne. C'est même davantage au niveau européen. Le Stoxx Bank a perdu quasiment 28-30%. C'est une année rouge vif pour l'ensemble du secteur. Ouais, c'est pas une question, c'est pas un problème franco-français au niveau des banques. Complètement. C'est européen. C'est européen, mais les banques françaises ont amplifié le mouvement, comme souvent d'ailleurs. BNP Paribas, moins 36%. BNP Paribas, longtemps, c'est le top 5 du CAC 40, parfois même sur le podium du CAC 40. Là, elle a reculé à la 8e place. C'est sanglant. Bon, ça c'est pour le coup le rétroviseur. Maintenant, si on regarde devant, on est en 2019. Qu'est-ce qu'on se dit? On se dit, il y a quand même toujours des handicaps, des menaces, des périls sur le secteur. Enfin, les problèmes d'hier sont toujours là. Hein. Et clairement. Alors, c'est un peu la double peine pour les banques françaises. C'est-à-dire ça fait des années qu'on attend le retour de taux un petit peu plus élevés, qui est indispensable pour les taux d'intérêt et la marge d'intérêt. Pour l'instant, ça ne vient pas. On voit bien qu'il y a un ralentissement économique. On va un peu vite là. Ouais. On parle au niveau des taux, hausse de taux de la BCE ou hausse des taux longs ou courbe plus pentue, parce qu'on sait que les banques, leur métier, c'est de transformer de l'argent à court terme en le prêtant, enfin collecter de l'argent à court terme en prêtant à long terme plus cher, ce qu'on appelle la pente, la transformation de courbe. Exactement. La transformation, c'est indispensable pour les banques. Aujourd'hui, elles sont complètement massacrées. Elles ont diminué leur stock qui était extrêmement rentable. Elles ont toujours des marges positives, bien évidemment, sur les revenus d'intérêt, mais ça ne suffit pas. Et surtout, il n'y a pas de signal positif. On voit bien ce qu'on dit ces derniers jours, les banques centrales à la fois européennes, à la fois américaines, en disant qu'il n'y aurait pas de remontée des taux automatiques. Donc, grosso modo, c'est perçu par le marché comme quelque chose qui ne sera pas positif. Ouais. Donc là-dessus, premier point. Deuxième point. Donc, courbe des taux défavorables encore en 2019. On n'attend pas de hausse de taux, a priori, si on a bien compris, peut-être pas en 2020 en zone euro. Hein. En zone euro, c'est le cas. Voilà. Donc déjà, question du monétaire, ça ne viendra pas en soutien, encore une fois, pour aider les banques. Après, vous le disiez, je vous ai un peu devancé, il y a l'idée du ralentissement économique qui pèse sur l'activité tout simplement des banques. Mais comment, au travers de quel canal d'ailleurs? Ces dernières années. Parce que la production de crédit immobilier est toujours au top en France. Oui, mais à quelles conditions de marge? Vous savez, on a souvent dit dans le secteur bancaire, on peut accepter de perdre de l'argent sur tous les services à condition d'en gagner sur l'immobilier et inversement. Enfin, c'est un produit d'appel sur lequel les banques perdent de l'argent généralement. Donc il y a un problème là-dessus. Non, le véritable nuage le plus qu'on peut craindre le plus sur les banques aujourd'hui, c'est la remontée du taux du risque, bien évidemment, parce que ça a été le coût du risque. Du coût du risque, c'est-à-dire les provisions que les banques sont amenées à constituer sur leurs créances douteuses. Voilà. Parce que parfois, il y a certains débiteurs, emprunteurs, qui ont du mal à rembourser. Et ça, il faut provisionner dans les comptes des banques. Exactement. Et ça, la baisse du risque, la baisse du coût du risque sur les portefeuilles de crédit, ça a été le principal moteur pour les banques ces dernières années. Or, parce qu'il y avait de la croissance, parce que les emprunteurs remboursaient tranquillement. Exactement. Et donc, cette baisse du coût du risque était favorable aux résultats. Absolument. Et là, on l'a dans l'autre sens. Et là, c'est une crainte aujourd'hui qui n'est pas forcément encore bien pricée, mais en tout cas, le marché a... c'est une crainte, ce n'est pas une réalité. Ah non, ce n'est pas encore une réalité. 2019 est une année de risque d'inversion, d'inflexion, mais 2018, les coûts du risque seront encore très bons. Le quatrième trimestre, on aura sans doute des mauvaises nouvelles. Ce qui s'est passé sur Natixis, même si ce n'est pas sur le portefeuille de crédit... Ouais, c'est autre chose, l'histoire, on va en parler parce qu'après c'est intéressant, c'est que vous avez votre avis sur toutes les banques, mais Natixis, c'est un petit peu un cas à part. Mais juste, dans les risques, il y a aussi évidemment, on a envie de dire le Brexit, en même temps on se dit, mais le Brexit, quel est le rapport avec la choucroute, avec les banques françaises? Pour le Brexit, on ne sait absolument pas ce que ça va donner. On ne sait absolument pas. Et en quoi les banques françaises seront impactées? Mais les banques françaises sont impactées, bien évidemment, parce que ça change les activités business sur ce qu'on appelle la BFI, les activités de financement et d'investissement. Ça crée de l'attentisme, ça crée de l'attentisme, des chutes de volume sur les activités de marché. Et ça, on le voit, BNP a été particulièrement attaquée parce qu'elle a déçu sur ce terrain-là. Société Générale également, d'un trimestre à l'autre, même si le troisième trimestre était plutôt bon sur ce terrain-là. Il y a de mauvaises nouvelles là-dessus. Il n'y a rien de bon à
priori à attendre. Donc, difficile, mauvaise visibilité. Ouais. Après, on se dit que les marchés sont excessifs, évidemment, mais là, on aboutit à des trucs. Les banques françaises sont largement décotées. Alors, je déflore un peu, mais j'ai lu le chiffre chez vous, mais je le connaissais en même temps. Elles cotent 60 à 70% de leurs fonds propres. Avec même, ça cote en bourse moins que les fonds propres. Beaucoup moins que les fonds propres, voire même 50% on se demande des fonds propres. En ces cas-là. Ah oui, retirer une banque de la bon, cote, c'est un sujet. Ouais. Non, mais donc voilà, donc l'idée c'est que, et d'ailleurs le lien c'est que c'est sous-coté, mais donc ça crée des rendements, parce qu'elles versent des gros dividendes, les banques, ça crée des rendements qui facialement, vu que les cours ont baissé, qui sont hyper intéressants. En moyenne, des rendements, j'ai vu 6-7%, voire certains 10 et plus. 10 et plus. Aujourd'hui, Société Générale, c'est 9% de rendement. Natixis, si on intègre un dividende exceptionnel, on est jusqu'à 12-13% de rendement. Mais le problème du rendement, c'est que si vous avez un cours qui s'effondre pour les raisons qu'on vient d'évoquer, le dividende, il est mangé. Faire 8% de rendement quand l'action BNP Paribas en perd 30. C'est pour ça qu'aujourd'hui, à des cours actuels, on peut être sélectif et s'intéresser à certaines valeurs. Il y a un problème de statut boursier sur les banques. Il faut avoir ça en tête. Mais qui dépasse le cas français, encore une fois. Complètement. On a perçu les banques pendant de longues années. Du moins, il y a eu une tentative de repositionnement après la crise de 2008 et de 2011, de repositionnement, percevoir les banques comme des utilities. Visibilité sur les cash flows, visibilité sur les dividendes. Ce n'est pas le cas. Enfin, en tout cas, ça a été jusqu'à présent. Non, ça n'a même pas été le cas. C'est-à-dire que ce repricing, il n'est jamais intervenu, du moins pour les banques françaises, il n'est jamais intervenu. Ça fait des années qu'elles se traitent sous leurs fonds propres tangibles, c'est-à-dire on enlève les survaleurs, les vrais fonds propres qui restent. Et là, aujourd'hui, on est sur une phase aggravée de cette sous-valorisation. Donc, on peut se montrer peut-être sélectif. Il y a quelques cas qui sont intéressants pour un investisseur de long terme, bien évidemment. Ouais. J'ai appris un truc d'ailleurs sur que la BCE pouvait, très bien ce que vous avez écrit, dire aux banques, arrêtez de verser les dividendes, il faut remonter la solvabilité. Absolument. Elles peuvent à tout moment imposer. Alors, c'est un processus itératif. Il y a des échanges, il y a des discussions, mais la BCE, avec le mécanisme de supervision unique, qui était présidé par la Française Danielle Louis jusqu'à peu de temps, peut, en fonction des business plans de chaque banque, et non pas simplement en fonction du niveau de solvabilité des banques, peut leur dire, vous êtes une banque plus risquée, on va durcir vos conditions de distribution, voire même sur tout ce qui est capital hybride. Le capital hybride, en 2 mots, c'est les coussins de fonds propres supplémentaires sous forme obligataire. Enfin, je fais très simple. Contraindre les versements de coupons là-dessus. Donc ça veut dire que la dette va être plus chère. Si la dette est plus chère, il y a moins de rentabilité au final. C'est un mécanisme très mathématique et c'est pas bon boursièrement. Donc votre sentiment revenu, c'est que la recovery sur le secteur bancaire, ça sera peut-être pas pour 2019, mais à plus long terme, si on investit à long terme, revenir sur des valeurs massacrées, on se dit que c'est peut-être pas tout, il faut être sélectif évidemment. Franchement, ça n'a pas de sens de voir une grande banque française se coter à 50-60% de ses fonds propres tangibles. Ça n'a pas de sens, à moins que vous pricez la fin du monde, sinon ça n'a pas de sens. Donc il est temps de revenir, donc c'est peut-être le moment de revenir sur les banques françaises. On propose certaines banques à l'achat absolument. Alors justement, on commence par celles sur lesquelles vous êtes neutre ou conservé. BNP Paribas. Pas plus que ça. BNP Paribas, pas plus que ça. On a une question stratégique qui est entière. En gros, 2 grandes questions. A-t-elle la capacité de jouer dans la cour des grands mondiaux? Première question. Pour l'instant, la réponse n'est pas là. Deuxième point, il faut qu'elle démontre sa capacité à améliorer son efficacité opérationnelle. Ça fait des années que ça dure. Pour l'instant, on ne voit rien venir. Tant qu'on n'aura pas des signes tangibles d'amélioration de la rentabilité opérationnelle, ce sera difficile de se dire que BNP Paribas va valoir beaucoup plus cher. Ouais. Alors le revenu est à fond sur, alors j'ai vu sur Société Générale et Crédit Agricole. Des deux, laquelle a plus de potentiel? Les deux ne s'adressent pas aux mêmes investisseurs. Vous en avez une qui est orientée très française, Crédit Agricole, avec une exposition italienne, ce qui lui a coûté cher l'année dernière. Comme la BNP d'ailleurs aussi. Comme la BNP, absolument. Société Générale, on est sur on a eu un cours qui a été particulièrement attaqué ces 2-3 dernières années, avec la question des litiges. Les litiges sont derrière. C'est derrière nous, là, pour le coup. Ça y est, c'est fait. En milliards, d'ailleurs, pas ça. A priori, c'est derrière nous. Ouais. Voilà. Maintenant, on va voir ce que ça va donner. Il faut que, là aussi, question d'efficacité opérationnelle, l'équipe de Frédéric Oudéa délivre ce qu'elle a promis dans son plan stratégique, qui a été dévoilé à l'automne 2017. Pour l'instant, tout ça a été pollué par les litiges. On va voir ce que ça va donner. L'intégration des activités de marché de Commerzbank qui ont été achetées à l'automne 2018, qui interviendront courant 2019, sera un élément important, intégré pour être plus gros et pour peser sur ce marché.
Et pour le coup, on finit là-dessus. Vous êtes vendeur sur Natixis. Natixis, Le revenu vend Natixis. on vend Natixis. Qui est bien monté ces dernières années. Pour le coup. Ces dernières années, Ouais. justement, pour des questions de valorisation, on était prudent sur Natixis, disant c'est une très belle stratégie, très bien exécutée, très bien exécutée. Et puis, il y a là, eu- on a Et puis il y a le gros pataquès. Alors il faut expliquer ce qui s'est passé là pour le coup. Il y a eu des, alors, je suis pas un expert, des pertes sur les activités de marché en Asie, c'est ça? Ils ont mal pricé. Ils ont mal pricé leur couverture. Ouais, ça fait Et ça, c'est un peu vrai problème. dur. Ça, c'est un vrai problème. Et surtout que le montant de la perte est significatif. quoi, C'est 200? plus de 230 millions d'euros. Ouais. C'est significatif. Ça va même peser sur l'ensemble des revenus du groupe. Bon, dernier point là-dessus. Peut-être vont-ils devoir ralentir dans leur croissance. Leur croissance était très élevée et il y a eu l'an dernier un repositionnement stratégique. C'est-à-dire, on enlève toutes les activités qui sont un petit peu trop lentes à croître. Les services financiers spécialisés revendus à la maison mère BPCE. Qu'est-ce qui se passe? On reste sur des activités qui sont plus exposées à la conjoncture, donc au cycle. Si on a un cycle qui s'inverse, Natixis, ça restera cher. C'est aujourd'hui la mieux valorisée des banques françaises. Donc, on est prudent là-dessus. Voilà donc pour le secteur bancaire qui a beaucoup trinqué et les opportunités qui y sont associées. La couverture, on la voit. Nos conseils après une année évidemment sous tension, conseils notamment en matière de valeurs bancaires. Merci pour ces explications. Merci donc, David. Et ces conseils qu'on va suivre de près. Lionel Garnier donc, journaliste au Revenu. Merci beaucoup. Merci.